À 15h15, 5 fusées à propergol solide éclairèrent le champ gelé de la région de Zaporilla, projetant chacune un missile de croisière d'une masse de 6 tonnes qui s'élevèrent dans le ciel avec un rugissement. Leur cible était Kapustin Yar, le principal champ d'essai de missiles de la Fédération russe, et l'installation chargée de préparer les missiles balistiques Oreshnik, qui depuis plusieurs semaines frappaient les villes ukrainiennes. Ces 5 armes, désignées sous le nom de FP5 Flamingo, s'élancèrent rapidement vers l'est, pénétrant l'espace aérien le plus fortement défendu du globe. La destination se situait à seulement 650 km, mais les Ukrainiens ne les dirigeaient pas vers l'endroit que les Russes anticipaient. Les propulseurs brûlèrent pendant 6 secondes, créant un cône blanc éclatant, des colonnes d'énergie infrarouge visibles par tout capteur thermique dans un rayon de 50 km. Puis les fusées se séparèrent et roulèrent vers l'obscurité en dessous. Imaginez un feu d'artifice attaché à un avion en papier. La fusée soulève l'appareil du sol, mais dès que le combustible s'épuise, l'avion doit continuer à voler de son propre chef. Pendant 1 seconde et 40 centièmes, aucun moteur ne propulsa les missiles. 6 tonnes de fibres de verre, de combustible et d'explosifs, multipliés par 5, glissèrent sous leur propre impulsion dans l'air de janvier. Ensuite s'allumèrent les turboréacteurs IA-25. Les flamingos commencèrent à descendre vers leur altitude de croisière de 50 mètres. Ils n'étaient pas encore arrivés. Ils se trouvaient encore à 400 mètres, ralentissant tandis qu'ils effectuaient la transition de l'ascension balistique au vol de croisière à basse altitude. Cette phase représente le moment le plus vulnérable de tout missile de croisière. Trop lent pour échapper à une menace, trop haut pour se dissimuler. Ils brillaient comme des néons pour tout radar en ligne de vue. Juste en dessous d'eux s'étendait la bande d'espace aérien la plus densément protégée du monde, à savoir la ligne de contact entre la Russie et l'Ukraine. Des centaines de kilomètres de couverture radar superposées, des batteries de missiles sol-air, des systèmes de défense en couches, empilés en escalier, avec des équipages qui traquaient sans relâche les drones et les missiles ukrainiens depuis 4 ans. Mais les planificateurs ukrainiens n'avaient pas envoyé les 5 Flamingos le long de trajectoires parallèles comme sur un champ de tir. La formation s'étendait sur un front de 40 km. Cette largeur était suffisante pour que le radar d'attaque de aucune batterie ne puisse suivre plus d'1 ou 2 missiles simultanément, mais assez étroite pour que toute la vague atteigne la ligne de contact dans la même fenêtre de 90 secondes. Le long de l'axe de croisement, chaque équipe de défense sol-air devait choisir une cible et se concentrer dessus. Et choisir signifiait ignorer les 4 autres. Une batterie russe du système Buk M3SA-27, un système sol-air de portée moyenne intégré aux divisions d'infanterie le long du front, détecta l'un des Flamingos sur son radar d'attaque S-36. Cible croisée, altitude moyenne, transition de l'ascension à la croisière. Exactement le même tir que l'équipage avait pratiqué des centaines de fois à Achuluk. Pendant que le missile descendait encore, il disposait d'une fenêtre d'environ 30 secondes. Ils tirèrent. Le missile intercepteur s'éleva sur une trajectoire convergente, accélérant vers le point d'espace où les calculs affirmaient que le Flamingo se trouverait dans 4 secondes. Mais le Flamingo plongeait plus rapidement que la prédiction ne le prévoyait. Chaque dixième de seconde le rapprochait davantage du sol, et chaque mètre de descente ajoutait davantage de brouillage à l'image radar du Buk. Le bruit terrestre obscurcissait la solution de tir comme une pluie sur un pare-brise. Le suivi, qui était net à 400 mètres, devint du bruit à 150 mètres. À 80 mètres, le radar d'attaque peinait à garder une cible qui se dissolvait, disparaissant dans le terrain en dessous. Imaginez suivre une voiture précise sur une autoroute depuis un hélicoptère. C'est facile quand la route est vide, mais dès que cette voiture se mêle au trafic, elle se perd. C'est ce qui arriva à l'image radar du Buk. Le Flamingo se fondait dans le sol. L'intercepteur passa à l'altitude où se trouvait la formation sans infliger aucun dommage. À 50 mètres au-dessus du sol, les Flamingos passèrent en vol nivelé et atteignirent une vitesse de 900 km à l'heure. Mais le pire restait à venir. La défense aérienne russe empile ses couches les unes sur les autres. La portée moyenne en haut, la courte portée en bas,
chacune couvrant les angles morts de l'autre. Le Buk effectua le premier tir en altitude. Tout ce qui survivait était transmis aux gardiens. Le système Thor M2, connu sous le nom de SA King's Gauntlet par l'UTAN, existe précisément pour ce moment. Tandis que le Buk s'occupait du problème d'altitude moyenne, le Thor s'installa dans sa bulle, zone de couverture, et attendait tout ce qui entrerait. Imaginez le dernier défenseur entre l'attaquant et le but. Son radar était optimisé exactement pour le scénario où le Buk venait d'échouer. Des cibles rapides effleurant le sol sous un fort brouillage. Portée d'attaque 10 mètres. Temps de réponse, de la détection au lancement, de 5 à 8 secondes. Aucun missile sol-air de réponse plus rapide ne figurait dans l'inventaire russe. L'équipage du Thor aperçut les Flamingos sur le radar dans la partie sud de sa zone de protection de 16 km. D'abord lent, puis rapide, exactement comme l'Ukraine l'avait prévu, et ils tirèrent sur le plus proche. Le Thor ne pouvait attaquer qu'une cible à la fois. Il lança le missile intercepteur et le guida vers le point d'interception calculé, évalua le résultat, puis se dirigea vers la cible suivante pour recommencer le cycle. Contre un seul missile de croisière, cela suffisait largement. Cependant, face à 5 traversant simultanément sa zone de protection à 900 km à l'heure, les mathématiques devinrent brutales. Un seul assaut dure de 8 à 12 secondes. 5 Flamingos traversèrent la fenêtre de 16 km du Thor en une vingtaine de secondes. L'équipage ne put en tirer qu'un seul. Avant que le système ne puisse achever le cycle, les 4 autres avaient déjà franchi la zone. La fusée de proximité du missile intercepteur a déclenché un anneau de fragmentation à plusieurs centaines de mètres devant la trajectoire du Flamingo visé. Cela n'a cependant eu aucune conséquence décisive. La structure du fuselage n'est pas en aluminium, mais en composite de fibres de verre, et quelques éclats de fragmentation ont traversé le corps sans toucher aucun composant vital. La fenêtre d'engagement était déjà close, et les Flamands ont continué leur vol. Tous les opérateurs radars russes placés derrière la première ligne de défense s'attendaient à ce que les missiles bifurquent immédiatement vers l'est, en direction de la Russie, afin de rejoindre le secteur de menace orienté vers l'ouest, pour lequel toute l'architecture de défense aérienne du district militaire du Sud avait été conçue. Au lieu de cela, les Flamands ont viré vers le sud. La formation a pénétré l'oblast de Rostov, puis a tourné vers l'est, s'éloignant de Kapustiniar et de la cible, se dirigeant exactement à l'opposé de tous les assauts de missiles de croisière que l'Ukraine avait menés pendant près de 4 ans de conflit. En ouvrant la carte, on peut comprendre pourquoi. Une ligne droite tracée de Zaporillia à Kapustiniar traverse directement la chaîne de couloirs de défense aérienne la plus dense de la Russie. Des batteries S-400 qui protègent Volgograd sont équipées de radars d'interception d'une portée de 400 km. Des intercepteurs MiG-31 patrouillent au-dessus du corridor d'Astrakhan, scrutant le ciel avec leurs radars à la recherche de missiles de croisière subsoniques, exactement comme le Flamingo. Des systèmes d'interférence de signal GFPSPO-21 installés sur les tours de téléphonie mobile couvrent toutes les zones peuplées à l'intérieur de la zone d'exclusion de navigation. Tous ces éléments sont calibrés, testés et orientés directement vers l'ouest, vers la menace. L'Ukraine aurait pu tenter la trajectoire directe en lançant 5 Flamands, en acceptant que 3 ou 4 soient abattus. C'était le calcul mathématique. Peut-être 1 ou 2 auraient réussi à passer et un seul aurait suffi. Mais cela aurait été comparable à un lancer de pièces contre un objectif qui méritait une stratégie plus raffinée. Les planificateurs ukrainiens ont alors envisagé une solution ingénieuse. Parcourir 1800 km pour frapper une cible à 650 km de distance paraît insensé au premier abord, comme conduire de Miami pour aller de New York à Philadelphie, jusqu'à ce que chaque autoroute entre ces deux villes ressemble à la folie d'une route de la Fury Road. C'est alors que l'idée de Miami prend sens. Cependant, cette longue route a engendré un problème que l'ingénierie ukrainienne ne pouvait résoudre. Les moteurs utilisés proviennent d'avions d'entraînement. Des moteurs S, fabriqués il y a plusieurs décennies à Zaporillia pour propulser le L-39 Albatros, un avion d'entraînement tchèque où les étudiants pilotes volaient en solitaire sous supervision. Ces moteurs effectuaient des vols de 2 heures
suivi d'un entretien complet au sol après chaque décollage. La société ukrainienne émergente Firepoint, qui fabrique le Flamingo, a acheté des milliers de ces moteurs dans des dépôts de ferraille, des métaux soviétiques anciens, remis à neuf, vissés aux missiles de croisière et sollicités pour accomplir une tâche que aucun instructeur du L-39 n'aurait pu imaginer. Chaque moteur ne disposerait probablement que d'une dizaine d'heures de durée de vie. Cette nuit-là, ils avaient besoin de moins de 2 heures, mais ces 2 heures allaient représenter le vol le plus éprouvant jamais imposé à ces turbofans. Le vol direct dure 43 minutes. La trajectoire sud-rose s'étend sur 2 heures, et chaque minute supplémentaire oblige ces moteurs remis à neuf à fonctionner à 50 mètres d'altitude dans un air à des températures négatives sous zéro. Les avions commerciaux disposent de systèmes anti-glace, d'entrées chauffées où l'air est dirigé vers les surfaces critiques. Des systèmes de secours, éprouvés 10 000 fois dans des conditions contrôlées, sont présents. Le modèle I-25 n'en possède aucun. Dans des conditions de gel à 50 mètres d'altitude, ces moteurs aspirent un volume massif d'air dense et chargé d'humidité. Cette humidité se cristallise sur les entrées et les pales du compresseur, interrompant le flux d'air jusqu'à ce que le compresseur s'arrête brutalement, entraînant une perte ou un décrochage. Une défaillance moteur à 50 mètres transforme un missile de croisière en un dard géant de 6 tonnes qui impacte le sol en moins de 4 secondes. Les moteurs, autrefois fiables pour les étudiants pilotes en vol solitaire supervisé, sont désormais le seul point de défaillance de 5 armes conçues après des mois de planification. Cette route ingénieuse, qui contournait chaque système de défense sol-sol russe, a doublé la fenêtre pendant laquelle la propre mécanique du Flamingo pouvait être neutralisée. Et si le froid n'était qu'un simple obstacle sur le trajet, le problème suivant s'apparente à un gouffre gigantesque à contourner. Le prochain segment du parcours conduit à Kalmykia, l'un des paysages les plus désolés d'Europe. Des steppes presque infinies s'étendent jusqu'à l'horizon, avec peu d'habitations et une infrastructure quasi inexistante. C'est le type d'endroit où les images satellites affichent une teinte uniforme de brun sur 300 km dans toutes les directions. Les Flamands ont traversé cet espace dans un silence électromagnétique quasi total et pour la première fois depuis leur lancement, les matrices d'anti-jamming des antennes ont reçu des corrections GPS propres, corrigeant la dérive d'azimut accumulée en franchissant la ligne de front. L'absence de tour de téléphonie mobile signifiait qu'aucun brouilleur de signal GPSP-21 n'était présent. Cette fois-ci, la désolation a joué en leur faveur, bien que le vide soit une arme à double tranchant. La navigation de secours, basée sur la correspondance de contours de terrain, qui lie le sol à l'aide d'un altimètre radar et le compare à une carte topographique stockée, nécessite des repères, crêtes, méandres de rivières, variations d'altitude. Kalmykia ne fournit aucun de ces éléments. Si le système GPS venait à faillir ici, en cas de perte de satellite, de panne matérielle à bord ou d'autres dysfonctionnements, les missiles ne sauraient plus se situer, continueraient en ligne droite jusqu'à l'épuisement de leur carburant et creuseraient des cratères dans des champs que personne ne chercherait pendant des mois. 5 tracés de navigation s'étiraient comme des fils fins à travers un paysage qui n'offrait aucune seconde chance. Heureusement, les Flamands ont franchi Kalmykia et ont viré vers le nord, en direction de la côte caspienne, de Kapustiniar, et de ce que cette longue route ne pouvait éviter. La côte occidentale du Caspien n'est pas déserte. La flotte russe du Caspien patrouille ses eaux, partant de Maachkala et d'Astrakhan. Ce matin-là, une corvette de la classe Buyan M patrouillait dans les eaux du sud du Caspien. D'un poids de 950 tonnes, elle était petite pour un navire de guerre, mais elle était équipée d'un radar de recherche aérienne de type OME. En pleine mer, ce radar possède un avantage décisif que aucune structure composite de missiles ne peut surpasser. Sur Terre, le signal radar d'un missile qui vole bas se confond avec le relief, les bâtiments, les lignes électriques, créant un bruit dans lequel les Flamands peuvent se dissimuler au-dessus de l'eau. En mer, le tableau est net. Tout ce qui se trouve dans les airs se détache sur un fond blanc, comme une lanterne dans une pièce obscurcie. Le centre d'information de combat du navire
a détecté des contacts se dirigeant vers le nord, à basse altitude et à grande vitesse subsonique. Le Bouyan M était armé d'un canon rotatif AC-630 et de missiles Igla, lancés depuis les épaules pour l'autodéfense. Les Flamands, cependant, étaient trop éloignés et trop rapides pour être engagés. Au moment où un artilleur aurait pu pivoter le canon AC-630 vers la bonne orientation, les cibles auraient déjà disparu. Au lieu de cela, le capitaine a saisi la radio et a transmis le rapport de contact. Orientation, marque, vitesse, altitude et destination au quartier général de la flotte caspienne à Astrakhan. Cette transmission décrivait un itinéraire de 1800 km, chaque radar contourné, chaque système de missiles sol-air évité. Tout cela a été exposé par un navire en patrouille de routine qui a consulté l'écran adéquat au mauvais moment. Le quartier général de la flotte a relayé l'information au commandement régional de défense aérienne où la chaîne d'interception s'est heurtée à un mur qui, pour l'instant, a sauvé les Flamands. Les contacts de missiles de croiseurs provenant du sud ne correspondaient à aucune menace connue du système. Tous les protocoles de décollage d'urgence, de scramble et les ordres permanents dans le district militaire du sud étaient orientés vers l'ouest. Aucun scénario manuel ne prévoyait des éléments se déplaçant rapidement vers le nord depuis le Caspien. Le garde-veille a donc requis une vérification. Un avion commercial de la flotte revenant à la base. Les paramètres de contact indiquaient un missile de croiseur, mais l'identifier depuis cette direction a nécessité quelques minutes supplémentaires, suffisantes pour que les Flamands continuent leur fuite. À Akhtubinsk, le centre d'essai de vol d'État adjacent à Kapustin Yar, un équipage de MiG-31 Foxhound a reçu l'ordre de décollage d'urgence. Le MiG-31 atteint une vitesse de 2,35 Mach, ce qui en fait l'avion de combat en service actif le plus rapide du monde. Son radar Saslon, le plus puissant du service russe, peut suivre 10 cibles et en affronter 4 simultanément. Conçu dès le départ pour intercepter et neutraliser les missiles de croiseurs, le MiG-31 ressemble à la machine idéale pour traquer un Flamand et le faire tomber du ciel. Une équipe s'est précipitée sur la piste, mais rien ne se passe instantanément. Les turboréacteurs 30 F6 du MiG-31 requièrent 90 secondes pour passer d'un démarrage à froid à un régime de ralenti. Pendant ces 90 secondes, les Flamands parcourent 15 km chaque minute. Le moteur principal s'est mis en rotation, le poste combustionneur afterburner s'est activé et la poussée de 25 000 kg a cloué les 2 membres d'équipage à leur siège. Le train d'atterrissage s'est rétracté à 90 km. En s'élevant dans le ciel froid de janvier, au-dessus d'Astrakhan, le nez de l'avion pointait vers l'horizon sombre du sud, à 80 km. Le radar Saslon nécessitait d'abord une calibration thermique avant de pouvoir balayer. L'antenne à matrice en phase devait se stabiliser, sinon les premiers balayages auraient produit des retours parasites, des données incohérentes. Une fois la température adéquate atteinte, le radar a commencé à balayer à 70 degrés. Le WSO, officier des systèmes d'armes dans la cabine arrière, a alors activé le radar. Le contrôle au sol a transmis l'orientation et la marque provenant du rapport du navire. Les données reçues étaient déjà âgées de plusieurs minutes, mais un problème plus profond subsistait. Les Flamands avaient maintenu leur dispersion latérale depuis la ligne de front tout au long de leur trajectoire du sud. Jusqu'alors, en s'approchant du sud, ils convergeaient vers le complexe cible depuis des orientations légèrement différentes, s'étendant le long d'un front de 30 km. Le radar Saslon balaye un cône de 140 degrés, mais chaque balayage ne capte que ce qui se trouve sur son trajet à cet instant précis.